Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre sixième cours d'enquête de terrain. Le cours est intitulé Les types d'enquête en STL. Après avoir vu donc la technique de l'observation, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la technique de l'entretien en sciences du langage. Lorsqu'on mène une enquête en sciences du langage, d'abord, qu'est-ce qu'un entretien? On va essayer de donner des éléments de définition de l'entretien. Et ensuite, nous allons voir quels sont les types d'entretien auxquels l'étudiant recourt pour mener à bien son enquête de terrain. Donc, j'ai prévu une présentation, comme toujours, avec des éléments de définition, mais je tiens à dire aussi que ce sont que des informations indicatives, ce sont que des définitions, quelques définitions des différents outils d'investigation. Les cours, de manière générale, quand je les fais ici en 20, 30 à 40 minutes, ce sont c'est une partie du cours. Ce sont les grands axes que je vous donne ici. Et je vous demande à chaque fois d'approfondir vos connaissances, d'approfondir ces informations par d'autres lectures, par d'autres sources de documentation, si vous avez le temps, bien évidemment. Alors, je partage donc ma présentation avec vous. Voilà. Voilà, c'est fait. J'agrandis un petit peu l'écran. Je crois que c'est le maximum. Voilà, donc c'est le sixième cours. Je commence à dérouler. Donc, le plan de mon cours, c'est l'entretien, éléments de définition. On va voir qu'il y a trois types d'entretien. L'entretien directif ou dirigé, le questionnaire, l'entretien semi-directif ou semi-dirigé et l'entretien non directif. Alors, ce sur quoi je voulais attirer d'emblée votre attention, c'est le fait qu'il y a parfois plusieurs appellations. On parle d'entretien, on parle d'interview, on parle d'entretien semi-dirigé, d'entretien semi-directif. Donc, il y a plusieurs appellations, mais on va essayer de les voir toutes comme ça pour que vous sachiez un peu qu'il y a diverses appellations et qu'elles renvoient parfois à la même chose. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'entretien sous ses différentes formes, éléments de définition, donc je vais commencer par vous donner quelques éléments de définition dans un premier temps, et ensuite nous allons voir un peu les avantages, les inconvénients, les limites peut-être de cet outil d'investigation, comme on l'a fait avec l'entretien, avec l'observation, pardon, la fois dernière. Alors, l'entretien, donc c'est une méthode d'enquête qui est parfois combinée avec la méthode d'observation, souvent même. Donc, on procède d'abord à l'observation. Ensuite, lorsqu'on a recueilli des informations intéressantes, lorsqu'on a observé des phénomènes intéressants sur le terrain, on procède à l'entretien pour essayer d'approfondir, de vérifier ces éléments, ces informations, ces données, ces phénomènes. L'entretien vise à obtenir des informations détaillées, des informations nuancées autour d'un sujet déterminé, du sujet de votre recherche dans le cadre du mémoire. Avec des possibilités, donc quand on fait l'entretien, il y a des possibilités, contrairement au questionnaire, on va le voir après, et à l'observation, avec possibilité de rétroaction, d'ajustement, de reformulation, de changement de l'ordre des questions et parfois même d'improvisation de nouvelles questions quand le sujet voilà, fournit des informations intéressantes, soulève des points intéressants que vous n'avez pas prévus, par exemple, dans votre questionnaire, ou soulève un point important auquel vous n'aviez pas pensé dans vos questions de recherche. Donc, vous pouvez toujours improviser, ajouter des questions, demander plus d'informations, plus de détails, plus de précision quant à un sujet, quant à un thème, quant à une pratique, quant à un comportement, etc. Alors, l'entretien, c'est une méthode qui, au début de son utilisation, a visé à appréhender la parole dite authentique du sujet. Donc, c'est par réaction au questionnaire que aussi on a développé l'entretien pour pouvoir
assouvir, on va dire, ou satisfaire au besoin de mieux connaître, de mieux se renseigner sur un sujet donné. Parce que parfois, on distribue des questionnaires, on a des réponses, on aimerait avoir des précisions concernant ces réponses, mais c'est trop tard parce que le questionnaire, on le verra après, on l'administre, on le récupère et c'est trop tard. On n'y revient plus. Contrairement à l'entretien, dans le déroulement de l'entretien, on peut toujours revenir sur des questions, revenir, demander des précisions, demander des précisions ou bien plus d'informations concernant un sujet. Et par l'entretien, on vise à saisir la parole authentique du sujet, contrairement donc au questionnaire qui présente plus d'artificialité que l'entretien. On pense que la parole dite, la parole orale, la parole dite lors de l'entretien, formulée, produite lors de l'entretien, paraît plus authentique dans un cadre d'entretien, dans une communication qui paraît plus réelle, plus spontanée, plus naturelle qu'une communication différée par écrit, par questionnaire écrit ou par téléphone, parce qu'on peut aussi mener le questionnaire par téléphone, on verra ça par la suite. L'entretien permet aussi de recueillir des informations qui concernent les conditions de déroulement de l'enquête. Donc, vous avez des informations concernant votre sujet de recherche que vous allez tenter de recueillir par le biais des questions que vous posez. Et vous avez aussi des informations que vous pourrez recueillir concernant les conditions de déroulement de l'enquête, des éléments qui ont, je dirais pas parasité, mais qui ont peut-être influencé le déroulement de l'enquête, un incident qui s'est produit, on l'a dit la fois dernière, une interaction qui a bien tourné, mal tourné. Donc, ce sont des éléments à ajouter qui peuvent expliquer certaines réponses ou certains comportements. L'entretien est composé d'un ou de plusieurs questions ouvertes et dont le traitement est qualitatif. Donc, contrairement au questionnaire, le traitement des informations et des données recueillies par entretien sont qualitatifs. L'entretien est qualitatif, les données sont ouvertes parce qu'on va le voir au bout de quelques diapos. Les questions qui figurent dans l'entretien sont des questions ouvertes. Ce sont des questions auxquelles on répond assez librement. Avant le début de l'entretien, il faut procéder au recueil des informations concernant votre enquêté, votre informateur ou votre enquêté. Donc, vous avez l'âge, le sexe, vous allez le constater par vous-même, il n'y a pas à le demander. L'âge, l'origine, le lieu ou les lieux de résidence, le niveau d'études, les langues pratiquées, les métiers exercés, peut-être d'autres éléments aussi en fonction de votre objet d'étude. Parce que, par exemple, je ne sais pas moi, des formations reçues, par exemple, dans un cadre professionnel, de formation linguistique, séjour linguistique. Donc, tout dépend de votre sujet de recherche, encore une fois. Alors, l'entretien peut être réalisé par téléphone, par vidéoconférence, par les RSN aujourd'hui, les réseaux sociaux numériques, ou en face à face. C'est le moyen le plus traditionnel de faire un entretien le plus classique, je dirais. Alors, le recours à cette méthode, tout comme pour les autres méthodes, nécessite le recours à un matériel de conservation des données. Donc, on a dit que pour recueillir, pour conserver les données lors d'une enquête, il faut du matériel pour conserver les données avant de les transcrire, peut-être. On va voir aussi que pour les corpus numériques, par exemple, on n'a pas besoin d'enregistrer. On enregistre, mais autrement. On fait des captures d'écran, par exemple. Donc, les moyens que nous avons à notre disposition pour recueillir les données lors d'un entretien, c'est le smartphone, le dictaphone, une caméra ou peut-être du papier, un stylo et du papier pour ne pas, si jamais l'enquêté refuse d'être enregistré, refuse d'être filmé. Et donc, on va prendre des notes. Il faut être assez habile pour pouvoir
prendre des notes rapidement et mémoriser aussi les réponses fournies. Alors, ce qu'on appelle le tiers absent. Alors, le recueil des données se fait aussi par enregistrement, par écrit, voilà, mais jamais à l'insu des enquêtes. Et on a dit la dernière fois qu'il y avait des questions, des considérations d'éthique liées à l'éthique qui font que nous ne pouvons pas enregistrer, filmer les enquêtés à leur insu. Alors, l'enregistrement permet uniquement de conserver les données pour les étudier et les faire éventuellement écouter par des pairs, membres du jury lors d'une journée d'études, lors d'un colloque. Aussi, c'est intéressant parfois d'écouter des enregistrements, de voir des vidéos, par exemple, si vous avez l'accord de votre enquêté, si vous avez le consentement éclairé, ce qu'on appelle le consentement éclairé aussi de votre enquêté. Donc, c'est l'idéal pour un chercheur que de recueillir du corpus comme ça, de le conserver et de pouvoir l'utiliser pour le montrer à ses pairs. C'est vraiment l'idéal, mais en faute de pouvoir faire cela, vous pouvez toujours enregistrer, mettre par écrit, transcrire avant de les présenter ainsi lors de votre soutenance ou lors d'une rencontre scientifique. Alors, des entretiens exploratoires ou préparatoires peuvent être menés dans le cadre de l'exploration du terrain via une pré-enquête, par exemple. Alors, il y a l'entretien, comme je le dis toujours proprement dit, c'est-à-dire que vous menez l'entretien officiel que vous menez dans le cadre de votre enquête et dont les données, les résultats sont soumis à l'analyse. Et vous avez, parfois, vous pouvez mener des entretiens exploratoires, des entretiens préparatoires sur le terrain pour pas uniquement tester les questions de votre entretien, votre guide d'entretien, mais juste pour avoir des connaissances, des informations sur le phénomène, pour mieux préparer, pour mieux concevoir votre entretien d'enquête finale. Alors, je cite ici Mandada concernant la transcription. Elle permet de faire apparaître une première forme d'organisation des données. Donc, c'est important dans la phase de recueil de corpus, de recueil des données, juste après l'entretien, de procéder à la transcription des données. De toutes les façons, même si vous présentez les enregistrements à votre Audima, à vos enseignants, à vos pairs, il faut toujours procéder à la transcription, c'est-à-dire dans le corps du mémoire ou de la thèse, il s'agit d'une thèse de doctorat, il faut toujours faire la transcription parce que c'est un matériau que vous allez soumettre à l'analyse, donc il faut qu'on ait sous les yeux les données. Après, vous pouvez les mettre sur un CD pour les faire écouter. Mais il nous faut la version écrite, transcrite. Et ça permet aussi de voir clairement un peu l'ensemble des données que vous avez recueillies. La transcription, c'est le deuxième point, elle permet de mieux visualiser l'ensemble des échanges, quand c'est mené entre deux personnes ou entre une ou plusieurs personnes. Ça nous permet de voir le déroulement de l'interaction, comment elle s'est déroulée, qu'est-ce qui s'est produit lors de l'interaction, qu'est-ce qui a gêné l'interaction, qu'est-ce qui a favorisé l'interaction, à quel moment l'interaction a été intéressante, etc. Ça vous permet aussi de vous remettre dans le bain si jamais vous avez oublié des détails. Alors, la cohésion, les interruptions, les moments forts, l'émergence du sens, parce qu'après tout, c'est ce qui nous intéresse. À l'issue d'un entretien, c'est les moments où émerge du sens, c'est-à-dire le moment où des données vous sont données, vous sont offertes, où des données vous sont produites. C'est le moment attendu dans un entretien où votre enquêté vous fournit une matière intéressante à même d'éclairer, d'éclairer votre sujet, à même d'ajouter des informations nouvelles à votre sujet de recherche. Alors, quelques définitions de Jacques Brest dans l'entretien et ses techniques, publié dans Louis-Jean Calvé et Pierre Dumont, l'enquête sociolinguistique, donc un ouvrage que je vous recommande
vivement. Vraiment, c'est un ouvrage clé, c'est un ouvrage très intéressant qui date de 96, mais qui retrace ou qui expose les différents outils d'investigation d'une façon très précise, très intéressante et très intelligente. En tout cas, c'est un outil de travail pour moi que je trouve très intéressant et que j'utilise dans mes enseignements, dans mes recherches, etc. Alors, Bress dit que l'entretien relève, comme toutes les pratiques langagières, de la catégorie de l'interaction verbale. Contrairement aux analyses structuralistes, le modèle de l'énonciation n'est pas de la forme A parle ou A parle à B, mais bien plutôt A parle avec B. Donc, il y a un travail de coproduction du discours, il y a un travail de collaboration, de coproduction de la parole qui est intéressante. Donc, ce n'est pas unilatéral, il y a pas, ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Donc, le sens émerge de l'interaction entre deux interlocuteurs. Vraiment, d'une interaction réelle. C'est pour ça qu'il est important de réussir l'entretien, de bien le réaliser, pas pour recueillir de la parole authentique, ça n'existe pas, on va le voir, mais pour essayer d'être le plus proche d'une conversation réelle pour produire un sens. Mais le sens est toujours coproduit. On le verra dans un instant. L'entretien en tant que produit en interaction verbale ou en tant que produit en interaction verbale appartient au type dialogal des interactions verbales aux côtés de la discussion, du débat, du colloque, de la conversation qui fonctionne comme le prototype de ce type discursif. Donc, on est dans le dialogue et quand vous menez votre enquête, il faut que ça ressemble au dialogue, il faut que ça tourne au dialogue, il faut que ça se rapproche du dialogue. C'est très important pour mettre à l'aise votre enquêté et pour essayer d'avoir des données intéressantes, des données valides pour que l'enquête ne soit pas, ou les résultats ne soient pas biaisés. Alors, pour ce qui est du choix des enquêtés, Pierre Bourdieu plaide pour plus de liberté pour le chercheur dans le choix de ses enquêtés. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il écrit? Laisser aux enquêteurs la liberté de choisir les enquêtés parmi des gens de connaissance ou des gens auprès de qui ils pourraient être introduits par des gens de connaissance. La proximité sociale et la familiarité assurent en effet des conditions principales d'une communication non violente. Communication non violente, c'est une communication réussie, qui se produit sans heurts. Alors, il faut laisser aux enquêteurs la liberté de choisir parmi les gens de leur connaissance pour que les enquêtés soient plus à l'aise, pour qu'ils soient en confiance, pour qu'ils disent aussi le fond de leur pensée. Bon, j'exagère si je dis le fond de leur pensée, mais qu'ils soient assez mis en confiance et mis à l'aise pour qu'ils s'expriment le plus librement possible et de la façon la plus intéressante possible avec l'enquêté. Donc, ça serait très intéressant, ou bien que quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche fasse aussi l'enquête à votre place. C'est possible aussi. Alors, l'entretien directif. Donc, on va voir maintenant les trois types d'entretien. L'entretien directif, semi-directif et libre. Alors, concernant l'entretien directif, je vous cite un extrait de Cécile Camus, sociolinguistique, ethnographie de la communication. Alors, élément de définition, l'entretien dirigé ou directif consiste à interroger les personnes de manière un peu rigide, à l'aide d'un questionnaire fermé où les réponses attendues ne peuvent se prêter à un grand développement. Les questions qui doivent être exemptes de toute pré-catégorisation nécessitent une fine élaboration. Le traitement ici est quantitatif. Donc, l'entretien directif, c'est le questionnaire. D'accord. On va revenir plus longtemps sur le questionnaire dans notre prochain cours. Mais l'entretien directif, c'est une série de questions que l'on prépare et que l'on pose à notre enquêté et il répond systématiquement, il répond un peu machinalement, d'où le caractère
rigide dont parle Cécile Canu concernant le questionnaire. Alors, le questionnaire fermé où les réponses attendues ne peuvent se prêter à un grand développement, donc question-réponse, question-réponse. L'enquête directive est constituée, selon Philippe Blanchet, de questions fermées dont les réponses sont prédéterminées entre lesquelles, pour une question, l'informateur, pour lesquelles l'informateur n'a qu'un choix limité. Donc parfois, on fait des propositions de choix, des questions, des réponses possibles et l'enquêté doit faire ses choix parmi ces questions. Alors, Bress dit que l'entretien directif, bien, il s'agit d'un questionnaire. Que ce questionnaire soit fermé ou ouvert, le principe qui préside à sa conception est celui de la standardisation, dans le souci et l'objectif de pouvoir comparer scientifiquement les différentes réponses. C'est le principe même qui préside à l'élaboration et au recours au questionnaire, c'est la standardisation des questions, c'est-à-dire les questions sont les mêmes pour tous. Les questions sont les mêmes pour tous les enquêtés. L'intervieweur lit une question, puis passe à la suivante lorsque son interlocuteur a fini de répondre. Phrase toute simple, mais je tenais à la mettre pour vous montrer un peu la simplicité de la chose ou la rigidité de la chose aussi. Alors, les questions se présentent sous forme de stimuli auxquels réagissent les enquêtés. Question-réponse. C'est un peu behavioriste. Au lieu de permettre de contourner la subjectivité, le caractère artificiel de l'échange, parce que c'est ça le but c'est de réduire la subjectivité et trop de proximité entre enquêteur et enquêté. Alors, au lieu donc de contourner la subjectivité, le caractère artificiel de l'échange, qui est différent de la conversation, ne débouche pas sur du sens construit en interaction, et c'est là où il y a le risque de superficialité, d'artificialité. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'entretien semi-directif ou dit interactif aussi. Alors, l'entretien semi-dirigé, selon Cécile Canu, ou semi-directif, appelé observation indirecte par les sociologues, est plus souple puisque les questions peuvent donner libre cours à de larges développements, l'ordre des questions et leur formulation même peuvent varier. Alors, l'entretien semi-dirigé offre plus de liberté, plus de possibilités de développement des idées par l'enquêté et même par l'enquêteur. Il peut inverser l'ordre des questions, changer l'ordre des questions, improviser même, j'ajouterais, des questions, demander des précisions. C'est tout à fait possible dans le cadre d'un entretien semi-directif, ce que ne permet pas l'entretien directif. Alors, selon Jacques Bress, le choix de l'entretien semi-directif est celui de l'interaction de la parole co-construite, coproduite, je l'ai dit tout à l'heure. Lorenzo Mondada parle de l'événement interactionnel. Alors, je l'ai dit aussi tout à l'heure, au lieu de neutraliser inutilement l'interaction par le recours au questionnaire et à l'entretien libre, l'enquêteur opte pour l'interaction verbale. Et c'est un exercice très, très difficile, parce qu'il faut avoir aussi le sens on va dire, des relations, le relationnel, le contact avec autrui, etc. Pour que ce soit facile, il faut s'habituer. C'est un exercice aussi qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise et il faut avoir aussi des astuces aussi pour pouvoir réussir la communication avec autrui, parce que ce n'est pas toujours donné de communiquer. Communiquer est un exercice qui normalement doit être naturel, mais il n'est pas toujours aisé d'avoir le contact facile, il n'est pas toujours facile d'avoir un contact facile et aisé avec autrui, et donc il faut s'exercer. Alors, tout acte de parole et interlocution, c'est des phrases que j'aime, c'est des citations qui sont intéressantes, donc je les reproduis et je les partage avec vous. Alors, l'enquêteur ou l'enquêtrice agit dans le cadre de l'entretien semi-directif en tant qu'interactant, en ne se cachant ni derrière les questions préalablement posées d'une façon plus ou moins machinale, ni derrière la parole prolongée de l'enquêté, en la laissant se produire relativement toute seule. Alors là, ici, je fais référence au questionnaire, question-réponse, question-réponse, et on se cache, on ne participe pas à l'échange, on ne participe on ne s'implique pas dans l'échange, dans l'interaction.
mais on se contente de poser des questions et d'avoir des réponses et de les enregistrer, de les consigner par écrit ou par enregistrement. Et il y a aussi l'entretien libre que nous allons voir à la fin, qui est de poser une question et de laisser votre interlocuteur ou l'interlocuteur discourir, parler, voilà, jusqu'à la fin. C'est aussi une façon aussi de se cacher, de ne pas participer à l'échange. Parfois, c'est utile quand, tout dépend des recherches. Quand c'est, par exemple, quelqu'un, une autorité dans un domaine donné, je lui pose une question et il va parler très longtemps. D'accord? Tout dépend de la recherche, encore une fois, mais le plus intéressant, le plus difficile et, on va dire, l'outil le plus recommandé pour des étudiants en master ou même en doctorat, c'est de faire des entretiens semi-directifs. Ils sont très, très intéressants et très, on va dire, très rentables. Scientifiquement, ils sont très rentables. Alors, l'enquêteur prend une part très active à l'enquête dans le cadre des entretiens semi-directifs. Citation, il n'est pas un lieu hors interaction verbale où l'on trouverait la parole authentique du sujet. Donc, il n'y a pas de parole authentique de toutes les façons. Et la parole authentique, si on veut qu'elle soit la plus authentique possible, c'est dans l'interaction qu'on va essayer de l'approcher, de la saisir, de l'appréhender le mieux. À recueillir la parole par interview, c'est recueillir une parole façonnée par l'interaction de l'interview, de toutes les façons. D'accord, c'est pas authentique. L'enquêté ne parle jamais tout seul. Une personne ne parle jamais seule. C'est toujours, même quand elle est seule, c'est avec une personne imaginaire qu'elle va discourir, qu'elle va parler, qu'elle va communiquer. Voilà. Le langage a une fonction psychologique aussi. Alors, une parole est toujours la parole de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, c'est ce que je disais. L'authenticité est un leurre, l'authenticité, c'est un fantasme. L'entretien, rôle de l'enquêteur et paradoxe de l'observateur. Vous vous rappelez, on a parlé du paradoxe de l'observateur, du paradoxe de Thésée, des différents paradoxes aussi. Et là, on va voir aussi que l'interaction peut il y a un risque. Il y a un risque que les résultats, que l'interaction soit influencée par la présence même de l'enquêteur. Alors, certains paramètres risquent d'influencer les réponses des enquêtés. On voit ça notamment en sociologie, en anthropologie, en ethnologie, quand on fait des recherches sur différents sujets. Alors, heureusement, sur ce langage, on parle que, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, en tout cas, nos objets de recherche sont connus, déterminés. On parle des pratiques linguistiques. Quand on passe au discours, c'est un peu plus complexe. Je ne dirais pas compliqué, mais c'est un peu plus complexe parce qu'on touche à d'autres paramètres, à d'autres idées qui concernent, par exemple, qui concernent les identités, les origines. D'accord? Et en sociologie, en anthropologie, etc., on touche à des questions beaucoup plus sensibles. Et c'est ce qui fait que parfois, les réponses sont influencées par des paramètres comme l'âge, comme le sexe, comme l'origine, comme la position sociale des interactants, etc. C'est des points qui peuvent influencer les réponses des enquêtés. Différence d'âge, différence de sexe, d'origine, la position sociale des interactants, c'est-à-dire de l'enquêté, de l'enquêteur. Tout ça, ce sont des éléments dont il faut tenir compte aussi, parce qu'il y a toujours des différences de toutes les façons, quel que soit le sujet, quelle que soit la discipline, il y a toujours des différences et il faut savoir passer outre, il faut savoir les contourner, il faut savoir les minimiser, il faut savoir effacer ce qui peut accentuer ces différences dans le cadre de l'interaction, mais ce qui peut permettre de créer une gêne, par exemple, qu'elle soit en relation avec ces paramètres, avec l'âge, avec le sexe, avec la position sociale ou avec l'origine. Il est possible de contourner quelques biais en demeurant neutre, en ayant le sens des relations sociales et humaines, je le disais tout à l'heure, en mettant de la sympathie dans les échanges, en mettant confiance en l'enquêté, en souriant, en détendant l'atmosphère.
Donc, des astuces sont à trouver. Faut être un peu ingénieux dans ce sens, et essayer de faire en sorte de mettre à l'aise votre enquêté. Si votre enquêté est sympathique, vous avez de la chance. S'il est éloquent, vous avez encore plus de chance. Mais il faut savoir créer cette atmosphère pour le bon déroulement de l'enquête, pour avoir bon résultat. Parce que ce qui vous importe en dernier lieu, ce n'est pas le sourire de votre enquêté, ce sont les données que vous allez recueillir pour expliquer un phénomène, même si le contact social est important, même si les relations humaines sont importantes, même si parfois on est marqué par notre expérience du terrain, parce qu'on a rencontré des gens, parce qu'on a noué des relations avec des gens, parce on s'est impliqué émotionnellement, on s'est impliqué intellectuellement, mais émotionnellement, surtout notamment quand on séjourne longtemps dans un endroit, lorsqu'on fréquente de façon assez assidue un endroit, des gens, etc. Donc, il y a aussi l'implication du chercheur, il y a la subjectivité du chercheur qu'il faut tourner à l'avantage de la recherche. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, dans beaucoup de mémoires, beaucoup de thèses, on trouve des remerciements à l'endroit des gens qui nous ont aidés à réaliser des enquêtes, ouais, aux gens que nous avons rencontrés sur le terrain, qui sont souvent des gens formidables, etc. Parce que quand ce sont des gens qui ne sont pas formidables, eh bien, on n'en parle pas. Mais quand ils nous marquent, on les évoque. Alors, une grande distance sociale, de même qu'une grande proximité, sont à même aussi de gêner les interactions et les échanges. Donc, il faut essayer de réduire ces distances par le recours à quelqu'un qui peut faire aussi l'enquête à votre place. La présence de l'enregistreur peut mettre mal à l'aise l'enquêté. Donc, il faut aussi faire oublier l'enregistreur à un moment donné, si c'est un smartphone, l'actionner ou le mettre en marche au début de l'entretien, parler un peu de tout et de n'importe quoi, j'allais dire, pour détendre l'atmosphère, etc. Ensuite, commencer l'entretien. Il ne faut pas allumer ou actionner votre téléphone au moment où on commence question-réponse. On conseille de même de laisser l'enregistreur tourner même après la fin de l'entretien, quand il y a des moments d'interruption, par exemple, aussi, quand il y a quelqu'un qui fait irruption, par exemple, dans la pièce où on mène, dans le bureau où on mène, généralement de préférence des pièces, où on mène les enquêtes, eh bien, il faut laisser tourner l'enregistreur, il ne faut pas y prêter attention pour qu'on l'oublie, pour qu'il soit oublié par l'enquêté surtout. Alors, il n'y a pas une idée à retenir, un élément à retenir, il n'y a pas de parole authentique, la langue est en constante variation en fonction de différents paramètres. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est l'entretien libre, j'ai aussi une citation de Cécile Canuel, je vais dire rapidement. L'entretien libre, quant à lui, est, comme son nom l'indique, nullement directif. Il s'agit de laisser parler la personne après avoir lancé un thème, une idée, une question, et de se laisser porter par la discussion. Le rôle de rester très vigilant aux paroles de l'autre afin de relancer ou d'orienter le cours de la discussion dans le sens qu'il considérera comme nécessaire, tout en évitant bien sûr les marques de subjectivité trop fortes, préjugés, jugement des paroles, valorisation, dévalorisation de la personne, les récits de vie avec focalisation sur le parcours linguistique du locuteur sont de bons exemples d'entretien libre. Le traitement sera obligatoirement qualitatif. Voilà, donc c'est l'entretien libre, ce n'est pas un entretien directif, ce n'est pas un jeu de questions-réponses. Il s'agit de poser une question et de laisser votre enquêté répondre tout en le relançant parfois, tout en intervenant par moment, mais le laisser parler, le laisser discourir. Alors, alors l'avantage de l'entretien libre, c'est qu'en laissant se prolonger la parole de l'enquêté, on l'invite à revenir sur elle-même, avec la parole, l'enquêteur revient sur sa parole, à dépasser la superficialité première, à céder à des lieux dérobés à l'échange social, à se confronter à ses contradictions, à se construire en autonomie. On le laisse parler, on le laisse
revenir sur sa parole, réfléchir à ce qu'il a dit, se contredire, dire ce qu'il pense, ses représentations, ses paradoxes, etc. Tout cela est très parlant, cela est très intéressant, notamment lorsqu'on aborde l'analyse de ces données. L'entretien libre, les avantages de l'entretien libre, c'est qu'il permet à l'enquêté de produire du discours sur le sujet de l'entretien, de le problématiser à sa façon, de se poser des questions. Nous, on se pose des questions, on a des questions de recherche qu'on s'est posées, on l'a problématisée à notre façon, on a intellectualisé la question à notre façon. Et quand on va la poser à l'enquêté, eh bien l'enquêté, il va aussi la problématiser et en parler de son point de vue à lui. En parler du point de vue de ses représentations à lui. Il va en parler du point de vue de ses croyances à lui, de son vécu à lui, de son expérience à lui aussi. Voilà. Alors, voilà, il va interroger donc la question à partir de ses propres préoccupations, à partir de ses propres représentations, à partir de ce qu'il pense personnellement du sujet. Alors, dans un entretien libre, le degré de spontanéité est important, il est intéressant. Il permet de le rendre signifiant de l'intérieur, le sujet, d'accord? Donc, l'entretien libre permet de rendre le sujet intéressant, signifiant de l'intérieur. Il permet de réduire l'influence de l'enquêteur et le caractère orienté de ses questions. Mais l'enquêté, il doit être là, à sourire, à hocher la tête, à acquiescer, voilà, à être là, à s'impliquer par les gestes, par sa présence et par des relances avec l'enquêté. Hein. Il ne s'agit pas de le laisser parler, de se détourner, de tourner la tête, de vaquer à ses préoccupations, enfin, à ses préoccupations, voilà, d'être distrait un peu ou de le laisser parler. Et donc, il faut être en contact visuel, on va dire, avec votre enquêté, c'est important. L'entretien, à la manière du journaliste. Hein. Alors, l'entretien permet de réduire l'influence de l'enquêteur et le caractère orienté de ses questions, et la question présupposant parfois directement ou indirectement la réponse. Donc, parfois, quand il y a question-réponse, la réponse est peut-être suggérée dans la question. Ce n'est pas le cas quand on pose une seule question et on laisse l'enquêté développer sa parole. L'entretien est constitué d'une seule ou de quelques questions ouvertes auxquelles l'enquêté est invité à répondre librement, sans grande contrainte, ni de temps, ni d'espace. On peut laisser parler un enquêté pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant 40 minutes, d'accord? Tout dépend du nombre d'enquêtés que nous avons et de l'espace imparti à notre recherche. Donc, dans un mémoire de fin d'études, bien sûr, il faut limiter une demi-heure. Un seul entretien, par exemple, d'une demi-heure suffit amplement. Si on veut interroger 2 ou 3 personnes, eh bien, il faut limiter encore le temps, 10 minutes, 15 minutes, même si l'entretien libre, ça dure un peu plus longtemps. Maintenant, si vous recourez à deux outils d'enquête, vous pouvez vous contenter de 2 entretiens ou d'un seul entretien. Alors, l'enquêté peut aborder les détails, raconter des anecdotes liées à une ou des expériences professionnelles. Il peut parler d'un parcours quelconque. Une définition d'entretien non directif place le locuteur dans une situation d'extrême contrainte, fautrice de malaise interactif, devoir parler à quelqu'un sans que celui-ci ne réponde apparaît artificiel. Alors, l'inconvénient aussi de l'entretien non directif, c'est que le locuteur peut se sentir gêné à un moment donné par le silence de l'enquêteur. Donc, il faut savoir aussi remédier à cela et être présent indirectement ou par les relances ou par les gestes ou par le contact visuel, etc. Il faut aussi savoir un peu contourner cette difficulté et qui est de faut être présent sans toutefois parler. Alors, j'ai ici un exemple d'un guide d'entretien d'une chercheur donc, en sociolinguistique qui a soutenu une thèse intitulée Études de cas sociolinguistiques et ethnographiques de 4 familles indiennes immigrantes en Europe, pratiques langagières et politiques linguistiques nationales et familiales. Donc, Shazman, Hack,
thèse dirigée par professeur Marinette Mathieu. Alors, vous avez là le lien vers la publication, vers la thèse si elle vous intéresse. Alors, je vais vous montrer quelques questions-réponses qui ont été faites ou quelques questions qui ont été posées dans le cadre de cette thèse et les réponses qui ont été fournies. Alors, lieu dans le magasin de la famille à Côte-Borne, date d'enregistrement le 23 octobre 2008, langue d'entretien anglais participant. Donc, vous avez des initiales. Alors, question 1, où habitais-tu quand tu étais petite? Réponse, quand j'étais petite, j'habitais avec mes parents à Göteborg. As-tu des frères et sœurs? Si oui, comment s'appellent-ils et où et quel âge ont-elles? Alors là, je préfère qu'il y ait des questions. Les questions soient posées séparément, c'est mieux. Oui, nous sommes 3 sœurs et un frère. Mes sœurs s'appellent Mad et Ar et mon frère s'appelle Anne. Mes sœurs ont 19 et 15 ans, alors que mon frère n'a que 10 ans. Troisième question, qui s'occupait de toi et de tes sœurs, de ton frère quand vous étiez petits? Si vos parents travaillaient, tes grands-parents, les voyais-tu souvent? Parfois, alors, dans ce genre de questions, il faut séparer les questions parce que parfois, vos enquêtés oublient de répondre et ils oublient certaines questions et peuvent passer à côté de la question qui leur a été posée. Donc là, de préférence, poser une question et poser les questions séparément. Alors voilà, donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette thèse, cette thèse, voir un peu le guide d'entretien, comment il a été fait, comment s'est fait la justification du choix des outils d'enquête, c'est intéressant. Alors voilà, la suite de l'entretien, mais voilà, je vous laisse lire. Alors, il y a aussi pour les enquêtes menées par entretien, je vous signale la thèse de mon ami et collègue Zakaria Ali Benchrif, qui a fait aussi des entretiens auprès de familles immigrées en France. Donc, dans sa thèse, il parle aussi il présente son guide d'entretien, les questions, la justification du choix, et vous avez toute une partie donc de sa thèse où il expose les entretiens, où il les transcrit. Donc, ça peut vous aider un peu à voir comment se fait une enquête par entretien, comment se font les entretiens, comment se fait l'élaboration des questions dans le cadre d'un entretien, etc. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez. J'attends donc vos questions et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain cours qui portera sur le questionnaire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Révisez bien parce que les examens approchent et voilà, vous consacrerez un peu plus de temps après les examens à votre mémoire. Vous y travaillerez pleinement, je voulais dire, à vos mémoires, donc juste après les examens. Ce sont des cours qui ne comptent pas pour les examens, je l'avais dit, mais je les fais pour finir le programme et pour aussi vous aider à mener à bien vos mémoires de fin d'études. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, voilà, une bonne révision pour les examens et voilà, travaillez bien et à très bientôt. Au revoir.